année et qui se donne... Collègues. Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice sortant. Madame le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Monsieur le Président de la Commission de l'Union, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, pour l'accueil convivial, pour l'accueil convivial, pour l'accueil convivial, pour l'accueil convivial et l'hospitalité généreuse qu'il nous réserve. Une fois de plus, dans la cité légendaire d'Addis Abeba, berceau de notre rêve de liberté et d'unité africaine. Je mesure l'honneur et la responsabilité qui s'attachent à la confiance dont vous venez de m'investir. Ensemble, avec les membres du bureau, pour conduire les destinées de notre organisation pendant 1 an. Je vous en remercie et vous assure de notre engagement à travailler de concert avec tous les pays membres dans l'exercice de notre mandat. Je rends hommage aux pères fondateurs de l'organisation. 6 décennies après, leur vision lumineuse continue d'inspirer notre vivre ensemble et d'éclairer notre marche solidaire vers l'idéal d'intégration africaine. C'est justement dans cet esprit panafricaniste que le président Léopold Sédar Senghor avait proposé au sommet de l'OUA de juillet 1964 d'instituer une autorité politique et morale permanente de la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour donner une impulsion de haut niveau à la conduite des affaires continentales. C'est ainsi qu'est née la charge de président en exercice de notre organisation. Charge dont le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est acquitté avec constance et dévouement. Merci, cher Félix, pour les efforts considérables que tu as consacrés au service de notre continent. Alors que notre union célèbre son 20e anniversaire cette année, nous pouvons être fiers des progrès accomplis dans le cadre d'initiatives majeures telles que le NEPAD, le PIDA, le MAEP, la Vision 2063, la réforme institutionnelle, la Grande Muraille Verte, l'ASLECAF et plus récemment notre riposte coordonnée contre la pandémie Covid-19. En même temps, nos défis restent nombreux et pressants, qu'il s'agisse de la paix et de la sécurité, des changements anticonstitutionnels de gouvernement, de la protection de l'environnement, de la santé et du développement économique et social. Notre responsabilité particulière dans la lutte contre le terrorisme, le règlement pacifique des différends entre la prise en charge et la prise en charge des situations de crise intérieure. Nous ne pouvons détourner nos regards de toutes ces vies perdues, ces familles endeuillées, ces millions de personnes déplacées ou réfugiées, ces écoles et structures de santé fermées et ces cohésions sociales désintégrées. Le bon sens commande de faire taire les armes et construire une culture de dialogue et de concertation dans le cadre des mécanismes africains de résolution des conflits. Les antagonismes dispersent nos efforts
et nous retarde sur le chemin du développement. J'appelle, chers collègues, à un examen de conscience pour réaliser la paix des braves, afin de mieux nous consacrer aux autres urgences qui nous préoccupent. Il en est ainsi de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19 et la nécessité d'assurer au plus vite notre souveraineté pharmaceutique et médicale. Je remercie vivement le président Cyril Ramaphosa qui, avec l'appui de la Commission et de Africa CDC, s'est beaucoup investi dans la riposte anti-Covid, aussi bien pour l'accès au vaccin que pour sa production en Afrique. À l'épreuve de la crise, tout un écosystème de produits hygiéniques, pharmaceutiques et médicaux a vu le jour sur le continent. La production de vaccins est déjà en cours dans certains pays et d'autres vont suivre. Au-delà de la riposte anti-Covid, il serait donc indiqué de maintenir cette nouvelle dynamique en gardant les questions de santé de notre agenda, afin de soutenir l'émergence d'une industrie pharmaceutique africaine capable de satisfaire nos besoins essentiels et faire face à des pandémies comme le VIH, SIDA, la tuberculose et le paludisme. J'attire également l'attention de notre sommet sur les ravages du cancer, un tueur silencieux qui cause près de 20 millions de décès par an dans le monde, dont plus de 700 000 en Afrique. S'y ajoute que 40% de nos pays ne disposent d'aucune unité de traitement par radiothérapie. En réponse à cette situation préoccupante, l'Agence internationale de l'énergie atomique a lancé l'initiative Rays of Hope, Rayon de l'espoir, afin de soutenir les capacités des États, africains en particulier, dans la lutte contre le cancer, grâce aux technologies nucléaires, à l'imagerie médicale, à la médecine nucléaire et à la radiothérapie. J'encourage vivement nos pays à appuyer la campagne Rays of Hope de l'AIEA qui contribue à la réalisation des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063. Nos urgences sont aussi économiques. L'Afrique continue d'accuser du retard dans le domaine du développement, malgré ses énormes potentialités. 30 millions de kilomètres carrés, plus d'1,3 milliard d'habitants, d'importantes réserves en eau, en hydrocarbures, 60% des terres arables, 40% des réserves d'or, 85 à 95% des réserves des métaux, du groupe du chrome et du platine, plus de 50% des réserves de cobalt et un tiers des réserves mondiales de bauxite. C'est dire qu'en dépit de ces handicaps, l'Afrique dispose du potentiel nécessaire pour assurer les conditions de son émergence. Du reste, dans sa grande majorité, notre continent progresse. Les gouvernements sont à la tâche. Il y a une jeunesse créative qui entreprend et réussit. Des millions d'hommes et de femmes travaillent, investissent et créent de la richesse. Toutes ces énergies positives contribuent à la transformation structurelle du continent en faisant émerger l'Afrique des infrastructures modernes, routières, autoroutières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, mais aussi l'Afrique des centrales électriques, de l'agrobusiness, des plateformes industrielles et numériques. C'est justement dans l'esprit de cette Afrique
sur la voie de l'émergence que s'inscrit le thème de notre sommet, sur proposition pertinente du président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Renforcer la résilience en matière de nutrition sur le continent africain. Accélérer le capital humain et le développement social et économique. Ce thème nous rappelle l'urgence de réaliser notre souveraineté alimentaire en produisant plus et mieux dans l'agriculture, l'élevage et la pêche, par la modernisation de nos outils et méthodes de production, de conservation et de transformation. L'amélioration des intrants, la maîtrise de l'eau, le développement des chaînes de valeur et la facilitation de l'accès au marché. L'Afrique émergente doit aussi compter sur ses forces vives, les jeunes et les femmes. Les jeunes doivent rester au centre de nos politiques publiques parce qu'ils forment la majorité de notre population et que nous ne pourrons tirer avantage du dividende démographique que si notre jeunesse reçoit l'éducation et la formation adéquate qui la prépare à la vie active. La condition féminine nous interpelle parce que les femmes constituent l'autre moitié du continent. L'Afrique ne peut se développer quand des millions de femmes et de filles continuent de subir des traitements violents, inégalitaires, discriminatoires. J'appelle à une plus grande mobilisation du continent, des pouvoirs publics, des leaders d'opinion, de la société civile, des familles et des communautés contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles et pour leur autonomisation. C'est une condition essentielle du progrès de notre continent et de notre bien-être collectif. Chers collègues, mesdames et messieurs, si le destin de notre continent se joue entre nos mains, il reste aussi tributaire d'une gouvernance politique, économique et financière mondiale qui fait peu de place à nos pays. En votre nom, je poursuivrai notre plaidoyer pour un multilatéralisme plus ouvert, plus transparent et plus inclusif, à commencer par une représentation plus équitable de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément au consensus d'Isilweni. Je souhaite également que nous portions davantage nos efforts sur la réforme de la gouvernance économique et financière internationale pour un meilleur accès de nos pays aux sources de financement du développement. Nos économies sont sous-financées parce que des règles et procédures rigides entravent l'accès de nos pays à des prêts consistants de longue durée et à des taux supportables pour le financement de leurs besoins de développement. Nos économies sont ainsi mal financées parce qu'elles continuent de payer des taux d'intérêt trop élevés à cause d'un système inéquitable d'évaluation du risque d'investissement en Afrique. À titre d'exemple, en 2020, alors que le monde entier subissait de plein fouet l'impact de la COVID-19, 18 des 32 pays africains évalués par au moins une des grandes agences d'évaluation ont vu leur notation dégradée, soit 56% contre une moyenne mondiale de 31%. D'autre part, des études montrent qu'au moins 20% des paramètres de notation de nos pays dépendent de facteurs plutôt subjectifs, par exemple d'ordre culturel ou linguistique,
donc sans relation avec les fondamentaux qui déterminent la stabilité d'une économie. Tout cela fait que la perception du risque d'investissement en Afrique reste toujours plus élevée que le risque réel, ce qui renchérit les primes d'assurance, rend le crédit plus cher et pénalise ainsi la compétitivité de nos économies. Avec le soutien de la Commission, il me paraît nécessaire de mettre en place une task force de l'Union pour étudier plus en avant la problématique du financement de nos économies, y compris par la réforme des règles de l'OCDE y afférentes, mais également la création d'une agence panafricaine de notation et la mise en place d'un mécanisme de stabilité financière sur lequel la Banque africaine de développement travaille déjà. D'autres efforts pourraient davantage porter sur l'harmonisation de nos législations nationales et l'échange de meilleures pratiques dans l'industrie minière et dans l'industrie du pétrole pour une juste rémunération de nos ressources. Ces chantiers pourraient certes prendre du temps, mais il me semble nécessaire de passer des revendications aux actes en jetant les fondements de leur construction. Dans l'immédiat, je poursuivrai notre plaidoyer pour la réallocation des droits de tirage spéciaux avec l'émission historique de DTS à hauteur de 650 milliards de dollars. L'Afrique a pu disposer de son quota de 33 milliards pour renforcer sa résilience. C'est certes un acquis considérable, mais au regard de l'impact profond de la crise, l'Afrique a besoin d'un financement additionnel d'au moins 252 milliards de dollars d'ici 2025 pour contenir le choc et amorcer sa relance économique. En conséquence, je poursuivrai notre plaidoyer pour la réallocation en faveur des pays africains selon des modalités à convenir de 100 milliards de dollars de DTS des pays riches qui consentent, bien entendu, pour pouvoir autoriser l'accompagnement des pays africains. Ceci a déjà été fixé au sommet de Paris. Il est important qu'une partie significative de ces droits de tirage spéciaux aux côtés du Fonds monétaire puisse être réallouée à la banque via la Banque africaine de développement, la Banque continentale, compte tenu de son rôle habituel dans le financement du développement, pour soutenir nos efforts de relance par des investissements de qualité qui stimulent une croissance inclusive et durable. En outre, afin d'élargir nos possibilités de financement de grands projets de développement, le moment est venu de modifier l'accord portant création du Fonds africain pour le développement, le FAD, ce qui lui permettra d'accéder au marché des capitaux et de pouvoir lever 33 milliards de dollars comme effet de levier en complément de ses fonds propres, aujourd'hui à 25 milliards de dollars. Plus de ressources pour le FAD lui donne plus de capacité de financement pour nos pays. En conséquence, j'appelle nos partenaires à engager avec nous le travail de modernisation du Fonds africain de développement, à l'image d'autres institutions similaires, d'autant plus que son statut est resté quasiment inchangé depuis sa création en 1972. En votre nom, chers collègues, j'ai aussi la ferme intention de porter haut et fort notre message pour des partenariats rénovés, plus justes et plus équitables.
Plus de 60 ans après ses premières indépendances, l'Afrique est plus que jamais décidée à prendre son destin en main. Notre continent ne saurait être la chasse gardée des uns contre les autres. Nous sommes ouverts à tous les partenariats, sans exclusion ni exclusivité, pourvu qu'ils soient mutuellement bénéfiques et respectueux de nos priorités de développement et de nos choix de société. Dans cet esprit, je salue les excellents résultats du Forum sur la coopération sino-africaine de novembre 2021 et du sommet Turquie-Afrique de décembre dernier. Je suis convaincu que les mêmes succès connaîtront les mêmes succès compte tenu de la préparation de ce rendez-vous, tout comme les partenariats avec la Corée, la Russie, le Japon, le monde arabe et certainement les États-Unis d'Amérique, que tous ces partenariats s'inscriront dans la même dynamique d'un partenariat rénové, gagnant-gagnant et qui respecte nos choix de vie, nos choix de société et nos choix de développement. Un autre défi nous interpelle, celui de la transition énergétique, dans le contexte de la lutte contre le changement climatique, contre le réchauffement climatique, dont l'Afrique est partie prenante. En marge de la COP26 de Glasgow, des pays développés ont unilatéralement pris la décision de mettre fin au financement extérieur d'énergie fossile, même propre comme le gaz, alors que certains parmi eux continuent d'utiliser des sources plus polluantes comme le charbon et le fioul. Au moment où, avec les importantes découvertes de ces dernières années, le gaz ouvre pour l'Afrique de réelles perspectives d'accès universel à l'énergie. Arrêter dans ces conditions le financement de la filière gazière ou des énergies fossiles pour l'Afrique porterait gravement atteinte à nos efforts de développement économique et social. C'est pourquoi, en restant engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, selon le principe de la responsabilité commune mais différenciée, il est tout à fait légitime que nos pays réclament une transition énergétique juste et équitable. Ensemble, mobilisons-nous pour la réussite de la COP27 que notre frère, le président Abdel Fattah al-Sisi, va accueillir. Chers collègues, mesdames et messieurs, les défis que voilà, nous les releverons en consacrant plus de temps à nos débats sur les questions vitales pour nos pays, avec des méthodes de travail rénovées et rationalisées, dans l'esprit de la réforme institutionnelle que nous avons menée sous la conduite dynamique du président Paul Kagame. L'impératif de résultat nous presse de mettre en œuvre nos réformes pour améliorer les performances de l'Union, y compris par le renforcement de ses capacités financières. Je pense à la répartition du travail entre l'Union, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux, à la réforme des organes judiciaires et quasi-judiciaires, à l'opérationnalisation du Fonds pour la paix et de la force africaine en attente, ainsi qu'à une meilleure articulation des agences. L'Afrique que nous voulons, c'est aussi celle qui recouvre l'intégralité de son patrimoine culturel. La restitution de notre patrimoine spolié restera au cœur de notre agenda parce qu'il fait partie intégrante de notre identité civilisationnelle. C'est ce qui nous relie à notre passé
et forment le viatique que nous devons léguer aux générations futures. L'Afrique que nous voulons bâtir ne peut faire l'impasse sur son héritage culturel. Le temps ne saurait effacer notre mémoire collective. Le poids de l'histoire et les pesanteurs du présent ne sauraient non plus inhiber notre volonté de déconstruire les préjugés et les déterminismes qui entravent la marche de notre continent vers le progrès. Nous disons oui au rendez-vous du donner et du recevoir par le dialogue fécond des cultures et des civilisations, mais non à l'injonction civilisationnelle qui nous dicterait nos choix et nos comportements. Dans l'esprit que voilà, je ne ménagerai aucun effort dans la défense des intérêts de notre continent avec le soutien des membres du bureau et le vôtre, chers collègues. Ainsi et ensemble, nous pourrons apporter une nouvelle pierre à l'édifice continental de nos rêves. Une Afrique en paix, plus libre, plus unie, plus solidaire. Une Afrique debout et en marche vers plus de progrès et de prospérité. Vive l'Afrique, vive l'Union africaine. Je vous remercie de votre attention.